Bonjour et bienvenue dans notre podcast consacré à la croissance et l'innovation. J'ai l'immense plaisir d'être entourée avec deux figures emblématiques de la French Tech qui ont cofondé respectivement Conto, Steve Hanavi et Alan Jean-Charles Samuelian. Bonjour et merci d'être présents tous les deux aujourd'hui. Alors forcément, on va parler croissance, innovation. On va parler engagement des clients, des collaborateurs et on va partager l'expérience de deux parcours, deux visions pour vous connaître un tout petit peu deux obsédés de l'expérience client, de la stratégie produit et de la ténacité. Installez-vous confortablement, on va passer un très bon moment. Alors, première question, avant qu'on parle hypercroissance, j'ai envie de vous demander à l'un et l'autre, qu'est-ce qui a présidé au choix de construire Conto? Peut-être toi, Steve, dans ton parcours. Alors, tu as commencé chez Deloitte, donc tu connais bien les métiers du conseil, mais très vite, tu as bifurqué dans la création d'entreprises. Conto, aujourd'hui, néobanque, plus de 600 000 clients. Tu l'as fondé en 2017. Qu'est-ce qui a guidé ta vision au moment de la création ? Alors pour nous, c'est assez simple et c'est pas une épiphanie, mais ça s'est fait en quelques jours. On a monté une première boîte avec mon associé Alexandre Pro dans un domaine très différent, celui des objets connectés. Et on a été confronté à des irritants hyper concrets quand il s'agissait de gérer le conflit entre entrepreneuriat, créer un produit, faire du business. Et on se retrouvait à passer beaucoup de temps à gérer l'admin, et notamment l'admin lié à la banque et à la gestion financière de l'activité. Et donc, si je fais un flashback 2016-2017, à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas majoritairement, c'est des historiques de transactions limitées à 60 ou 90 jours, une petite calculette pour valider des virements, alors ça, je crois que c'est globalement fini, ou bien faire la boîte à chaussures avec tous les reçus à la fin du mois. Et donc, tout ça prend beaucoup de temps et est complètement antinomique avec l'envie d'entreprendre. Et donc, l'idée de Conto est venue en étant entrepreneur en quelque sorte, et assez évident, et on s'est rendu compte assez vite que ce problème était partagé par beaucoup de gens, et Jean-Charles faisait d'ailleurs partie d'un de nos bêta-testeurs au début, et il avait été confronté à ce genre de problème. Donc voilà, c'était pas tellement inventer une solution inexistante, mais c'était simplifier un service qui était dépassé et surtout voilà, du coup le simplifier et le rendre customer focus. Voilà. Alors, simplification. Toi, Jean-Charles, alors c'est vrai que chez Bearing Point, on a la chance de bien connaître Alan, hein, puisqu'on a fait ce choix il y a quelques mois en assurance santé. Donc, Alan, pareil, comme Conto, super licorne, super histoire. Toi, alors, qu'est-ce qui t'a poussé à créer Alan? C'était quoi la vision derrière? C'est une histoire qui, je pense, a plein de facteurs qui se connectent. Il y a un sujet qui me prend vraiment au trip personnellement, qui est celui de la santé et de la prévention. Et ayant grandi avec deux parents médecins hospitaliers, j'ai vraiment vu à quel point notre système de santé s'écroulait lentement, mais sûrement, était très réactif, très peu proactif, une explosion du coût de santé, des médecins en burn-out. Et on est tous touchés à titre individuel par un proche qui est dépressif, schizophrène, maladie chronique. J'ai perdu un de mes grands-pères d'un cancer à un moment. Et quand j'étais entrepreneur dans ma première boîte, qui faisait des sièges d'avion aussi, un peu comme Steve, dans des marchés assez orthogonaux, mais en fait, où il y avait aussi beaucoup de réglementation, beaucoup de complexité, beaucoup de barrières à l'entrée, je me suis un peu projeté sur, quand je serai vieux, qu'est-ce que je serais fier d'avoir fait. Et pour moi, c'était changer la manière dont on approchait notre santé et essayer de faire que la prévention soit la norme, que naviguer le système de santé, qui était aussi plein d'irritants, de complexité, d'opacité, de non-compréhension du prix, de non-compréhension du positionnement des différents acteurs, mutuelles, courtiers, etc. On devait régler ça. Et après, on a une réflexion assez analytique avec Charles, mon cofondateur, sur quel était le meilleur moyen de transformer la santé.
Et on s'est dit que le meilleur moyen, c'était d'unifier à un même endroit l'assurance santé, la complémentaire santé, la mutuelle dans le langage général, où il n'y avait pas eu de nouvel acteur en 30 ans, parce que très grande barrière à l'entrée, très réglementée, aussi assez peu centré sur l'expérience des gens et des membres et des entreprises. Pareil, en tant qu'entrepreneur, dans ma première boîte, choisir une mutuelle avait été un enfer. Et du coup, ça, c'était le premier point. Mais allier ça avec des services de santé et de prévention qui me permettaient de régler les problèmes de santé mentale, de sédentarité, de gestion des maladies chroniques, de navigation des parcours de soins, de téléconsultation, avec une vision de faire un acteur global de la santé, parce que je pense que ça transcende les frontières, on est tous des humains. Et donc, c'est comme ça que c'est parti, avec cette ambition de transformer la santé de chacun, mais se dire on va le faire étape par étape, commencer par construire une assurance complémentaire santé pour les entreprises, puis l'étendre aux individus, puis ajouter beaucoup de services de prévention et d'accès aux soins, avec une obsession, comme tu le disais dans l'introduction, pour le détail, la qualité de l'expérience utilisateur, essayer d'amener les codes des meilleures industries de la tech auxquelles on était habitué en termes d'utilisateurs dans des industries qui les avaient jamais vraiment regardé en fait, et donc c'était pas l'ADN. Et ça, c'était aussi assez excitant d'appliquer ça. Et c'est vrai que je me souviens, on a eu nos débuts en même temps, de pouvoir tester Conto, pouvoir tester Alan, et se faire plein d'échanges, améliorer le produit et grandir ensemble. C'est des aventures assez exceptionnelles. Alors, tu l'as évoqué déjà, innovation, technologie. C'est vrai que l'un et l'autre, vous avez choisi des secteurs traditionnel avec un fort historique, que ce soit à la banque ou l'assurance santé, et que vous êtes deux disrupteurs de ces modèles. Comment est-ce que vous embarquez l'innovation dans votre vision business, et singulièrement l'innovation technologique, avec la vitesse qu'on connaît aujourd'hui et l'évolution des technos? Steve. Alors, l'innovation... C'est une question très large. Je pense qu'on la respire plus qu'on en est conscient. Mais si je reviens à ma formation, ma formation académique d'ingénieur, je pense que les grandes discussions ou l'héritage que j'en ai au quotidien, c'est pas tant parler de tech et de décider de grands sujets d'architecture de la tech chez Conto. D'ailleurs, j'ai une équipe tech et un CTO brillant qui gère ça plutôt très bien et avec qui j'échange régulièrement. Mais c'est plutôt en termes de formation d'esprit. Et Jean-Charles le disait en filigrane dans son introduction, mais identifier les problèmes importants et durs à craquer, les découper en petits problèmes, les évaluer, les itérer, accepter de jeter des choses à la poubelle parce qu'elles sont plus valables, elles font plus de sens. Je pense que ça, c'est au cœur du métier d'innovation et d'ingénierie, et que moi, je vis au quotidien, si je dis même pas à la minute ou à l'heure, parce que c'est le cœur de notre métier. Et donc ça, j'ai envie de dire, c'est un point central dans l'innovation, pas uniquement au sens technologique, mais au sens pratique et culturel dans la boîte. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et donc, si je ramène ça... comme tu le disais, à la banque, même si Conto va un peu plus loin aujourd'hui que la banque, mais s'intéresse aussi aux outils financiers et même au-delà. Le métier d'innovation ne va pas être tant celui autour de la technologie, mais comme je le disais tout à l'heure, de s'intéresser de manière très candide à pourquoi ce parcours existe aujourd'hui et il devrait être complètement différent. Et chez Conto, on a un modèle mental qu'on aime bien utiliser dans nos développements, c'est héritage ou legacy. Donc, je vous donne les sous-titres parce que c'est pas forcément... Au début, je comprenais pas exactement, mais c'est venu. Héritage, c'est là depuis toujours et on est ravis que ce soit là depuis toujours. Et legacy, c'est là. On le subit, on ne sait plus exactement pourquoi, on ne le change pas vraiment, mais c'est complètement débile. Et donc, on utilise beaucoup ça. Et en fait, ça, c'est vraiment une posture d'innovation et d'ingénierie. J'innove, en fait. J'accepte de casser et de jeter et de challenger le statu quo pour rendre tout plus simple et extraire de la valeur pour les clients. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que nous, on le vit chez Conto. Et évidemment, après, dans l'innovation, il y a tous les enjeux buzzwords, mais qui ne sont pas du tout buzz, qui sont très réels en interne, l'utilisation de l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais ça, à la limite, c'est probablement moins dans mon parcours d'entrepreneuriat et plus généraliste dans ce cas précis. Voilà. Alors Jean-Charles, toi, comment tu appréhendes l'innovation chez Alan ? Je suis assez aligné avec ce que Steve a dit, mais ce que je vois et qui est
c'est toujours essayer, en effet, de partir de l'usage, d'abord, et de se dire, en effet, quelle est l'expérience idéale que je veux créer pour mes membres. Et donc ça, c'est être en contact permanent avec le client entreprise, avec le membre utilisateur, l'être soi-même et vivre les problèmes et avoir un peu cet esprit d'éternel insatisfait par rapport à ce que doit être l'expérience. Mais c'est aussi, pour moi, l'innovation, c'est un tango, une danse entre cette partie obsession pour les utilisateurs et les clients et compréhension fine de ce qui est possible avec la technologie. Parce qu'en fait, parfois, on a des barrières mentales qu'on doit faire sauter en s'inspirant de ce qui est à la frontière de ce qui se passe dans d'autres industries avec les nouvelles technologies. Et en effet, je pense que l'innovation, elle est de connecter à notre industrie, à ce qu'on vit, à ce que nos clients et nos membres vivent, des choses qui peuvent se passer ailleurs et être les premiers à l'appliquer. Et donc, il faut être extrêmement curieux du monde extérieur, à la fois sur comment d'autres industries ont traité certains problèmes, et qu'est-ce qui devient possible avec des nouvelles technologies. On a vécu plusieurs vagues, mais nous, on a été sûrement les premiers à vraiment être mobile first pour une expérience de santé et d'assurance santé. Et là, il y a une nouvelle vague avec l'IA générative, et on essaye d'être les premiers à comprendre qu'est-ce que ça nous permet de faire. Et ce n'est pas la technologie qui dicte ce qu'on fait, mais ça nous aide à nous ouvrir sur, en fait, la manière de régler ce problème utilisateur. Je vois des nouvelles façons de le faire. Et même, ça me dit, et on revient sûrement au framework qu'on n'avait pas formalisé comme ça, mais il y a des choses qui nous semblaient impossibles à régler avant, qui maintenant deviennent des nouveaux cas d'usage qu'on peut repenser. On peut complètement repartir de la feuille blanche sur changer ce parcours-là. Et ça, c'est passionnant. Et se dire, du coup, si je pouvais avoir un coach avec tout le contexte médical du monde, avec tout mon passif, qui est connecté au dernier papier de recherche qui sortent chaque jour et qui est capable de réfléchir pendant très longtemps sur mon cas et qui me répond en moins d'une demi-seconde, qu'est-ce que ça veut dire pour nos membres? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de prévention personnalisée? Quels sont les nouveaux parcours qu'on peut créer? Et donc, c'est se poser toujours cette question de qu'est-ce qui devient possible, tout en restant obsédé et très ancré dans la réalité du terrain des besoins des gens qui nous utilisent. Avec deux choses et je vais m'arrêter là ensuite, il y a qui sont nos utilisateurs et nos clients actuels, et donc très bien comprendre les besoins, et quelles sont les adjacences futures de ce qu'on veut créer, et voir qu'est-ce qu'on doit faire en innovation pour être compatible avec les adjacences futures, qui peuvent être les nouveaux segments marché. Quand on a commencé à LAN, c'était la complémentaire santé pour les startups. Maintenant, ça va on a quasiment 10% de part de marché dans les hôtels restaurants, on a beaucoup de grands groupes, on a le ministère des Finances, le ministère de la Transition écologique, l'Assemblée nationale. On opère dans 4 pays, bientôt un peu plus. Et du coup, à chaque fois, on s'est posé la question de qu'est-ce que ça veut dire en termes d'innovation, d'être capable d'aller au marché d'après, au segment d'après. Et l'autre point, c'est quels sont les nouveaux services qu'on veut ajouter pour régler des nouveaux problèmes pour nos membres. Et donc, c'est aussi innover, c'est élargir le champ des problèmes qu'on résout pour nos utilisateurs et nos clients. Et donc, être très bon à identifier quels sont les problèmes, soit directement formulés, soit même pas formulés par l'utilisateur ou le client, parce que c'est une legacy dans leur état d'esprit, ils n'ont même pas pensé à le challenger eux-mêmes. Et donc, ça allait très profondément dans comprendre le pourquoi, les usages, le quotidien des gens, et essayer d'innover sur la manière de le résoudre pour créer des nouvelles catégories. Et en plus, alors, a fortiori dans le domaine de la santé, c'est vrai que il y a une legacy de curatif et insuffisamment de préventif. Et c'est là aussi où c'est intéressant de, quelque part, anticiper même des besoins que certains secteurs ne peuvent pas exprimer parce que précisément, on a tellement l'habitude de vouloir faire du curatif et pas du préventif que les choses sont posées différemment. Exactement. Parce que même, je pense que ça paraît impossible. Ouais. Il y a une barrière mentale, et on le voit, si je transpose ce que tu dis dans notre domaine, il y a une barrière mentale de c'est possible. Et donc, d'ailleurs, c'est un des grands rôles de l'entrepreneur et du patron dans l'entreprise, c'est de dire aux gens, c'est possible. Essayons. Autre point également, parce que, je le disais, vous êtes tous les deux obsédés par l'expérience client et on voit bien que c'est votre boussole l'un et l'autre. Et en même temps, aujourd'hui, vous êtes à la tête de 2 entreprises de taille très importante, beaucoup de clients, beaucoup de collaborateurs. Comment est-ce que vous arrivez à concilier l'hypercroissance avec la proximité et l'obsession client d'une part,
et l'engagement collaborateur d'autre part, dont on sait que ce sont les deux piliers qui vont faire que l'innovation, elle va marcher, parce que sinon, ça peut rester qu'une idée abstraite. Steve, de ton côté? Alors, c'est deux questions assez larges et assez clés. Je pense que sur la partie client et client-centric, c'est évidemment quelque chose qui se perd quand la boîte grossit et qu'il y a plus de collaborateurs et plus de couches de complexité. Les langues, les pays, les services, les produits, etc. Les gens passent plus de temps à se demander comment ils vont bosser ensemble plutôt que de se dire où est la valeur client. Et donc ça, c'est quelque chose qui se perd, qu'on le veuille ou non. Et donc, il faut s'en occuper de manière hygiénique presque, parce qu'on sait que le client ne ment jamais. Et c'est vrai que oui, quand on devient une grosse boîte, on se retrouve plus souvent avec des slides qui agrègent de la data que des anecdotes et des vrais clients qui ont des prénoms et qui vivent la douleur ou pas de ce qu'on a créé, parce que parfois on ne réussit pas toujours dans nos expériences. Mais par contre, on essaye de réagir vite. Et donc, pour pallier donc, au premier pilier de ta question, pour rester customer focus, nous, c'est assez simple. Ça commence, on a des valeurs dans la boîte, on a 5 valeurs. La première valeur de la boîte, c'est customer focus. Donc, au moins, il n'y a pas de doute et on fait le deal avec l'équipe. Il se trouve d'ailleurs que je fais une session d'onboarding tous les lundis. Donc, je l'ai faite cette semaine. Pour les nouveaux arrivants, et j'en parle pendant quasiment 1 heure. Et donc ça, c'est un exemple type. On fait aussi venir des clients sur nos All-Hands tous les mois. Donc les All-Hands, c'est quand on regroupe toute l'équipe. Ça nous arrive de faire venir des clients pour faire des appels à témoins qui vont donner soit des expériences positives, soit négatives. Comme ça montre la trajectoire de ce qu'on pourrait faire. Donc il y a toute une batterie de points qui vont rappeler et remettre le client au centre des discussions. Et sur ta deuxième question, comment on garde l'équipe engagée, je pense que ça a toujours été le cas, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. L'engagement et la motivation, c'est pas vraiment les bénéfices qu'on appelle les perks, mais c'est réellement, alors c'est évidemment la mission et dans le cas de Conto en particulier, mais évidemment pour Alan, la santé, t'en as beaucoup parlé. Dans le cas de Conto, nous, on s'occupe des PME. Les PME, c'est 99% des entreprises, c'est 2/3 de l'emploi, c'est 50% du PIB. Enfin, franchement, c'est hyper important. Et la banque et la finance, c'est le compas, c'est la boussole de ces boîtes pour savoir si ça se gère OK ou pas. Et donc la mission, ça c'est sûr qu'il faut qu'elle soit clairement posée, mais pour régler l'engagement, il faut essentiellement que les compteurs aient un impact réel et de manière le plus autonome possible. Parce que si pour avoir un impact, ils se heurtent à la lourdeur de l'entreprise, on se décourage assez vite. Donc voilà, donc les piliers de cette motivation, elles sont vraiment sur l'impact réel et l'autonomie. Et donc pour y arriver, nous, notre contribution pour créer les conditions du succès de l'engagement, une fois de plus, il y a plein de contre-mesures, mais déjà c'est être clair sur les focus, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, le dire clairement, des principes un peu de base maintenant dans notre sphère, qui sont ce qu'on appelle le single threaded ownership, donc avoir une personne et pas 50 chefs dans la cuisine. Donc ça, pour que vraiment il y ait une tension qui soit incarnée, et souvent c'est le product manager qui va incarner cette tension, mais pas que, ça dépend des natures de projets. Donc il y a toute une série. Nous on fait par rapport au premier point, on fait tous les trimestres, on fait ce qu'on appelle un Founders Memo. Donc c'est 2 pages qui disent de manière très directe et assertive les grandes priorités de la boîte, pourquoi, comment on comprend la concurrence, comment nous on comprend notre trajectoire, quels sont du coup nos OKR, quels sont les projets clés qu'on peut pas rater, pourquoi. Donc voilà, donc la clarté, l'ownership fort, les petites équipes. On parle aussi souvent de 2 pizza rules, donc c'est vraiment les petites équipes, en tout cas les équipes cœur vont être là-dedans, et puis s'occuper des outils internes pour qu'il y ait peu de friction, ou plutôt quand il y en a de les enlever. Donc voilà, c'est vraiment un point extrêmement important dans l'hypercroissance. Et bizarrement, je vais peut-être finir là-dessus,
si on devient trop lent, gros, bureaucratique, c'est pas forcément mauvais par moment, mais la manière dont je le dis là et dans le contexte, ça l'est. Bizarrement, on devient l'acteur qu'on voulait remplacer. Et on crée un produit qui est la conséquence d'une culture qui n'est plus celle de l'innovation, de l'agilité, et on casse les barrières qui ne font plus sens, les legacy. Et donc, c'est pas uniquement un enjeu d'engagement, c'est un enjeu vital qui va se traduire par ce que voit le client in fine. Donc, c'est vraiment deux faces d'une même pièce, en quelque sorte, dans la question. Voilà, en tout cas, de mon point de vue. Ouais. Merci, Steve. Alors, Jean-Charles, de ton côté, obsession client d'une part, engagement collaborateur d'autre part, est-ce que tu es en phase avec Steve? Est-ce que toi, tu as d'autres clés pour justement maintenir cette symétrie des attentions, comme on l'appelle, dans la durée? Je pense qu'en fait, elles sont assez connectées et il faut vraiment les aligner. Je pense que les gens sont engagés quand ils ont l'impression de faire du travail qui a de l'impact. Et le travail qui a de l'impact, c'est travail qui a de l'impact sur les clients et sur les membres. Et donc ça, c'est pour nous vraiment cet alignement et aussi l'obsession pour la mission, pour faire un produit qui est ce qu'on appelle delightful. C'est aussi le cœur d'Alan. Et ça se fait à plein de leviers. Chez nous, tout le monde utilise le produit parce que on est nos propres clients et du coup, à la fois sur le côté utilisateur, tout le monde est utilisateur, fixe, etc. On est en train de mettre en place quelque chose qui est assez amusant qui s'appelle Everyone Can Build à Alan, où on est en train d'utiliser justement l'IA pour onboarder toute l'équipe, pour qu'ils puissent, sans avoir besoin d'un ingénieur, améliorer le produit. Et donc, on a déjà des designers qui font directement ce qu'on appelle des pull requests, mais qui déjà éditent le produit sans passer par les ingénieurs. On a des gens du support, des gens des opérations qui améliorent les outils internes. Et donc, plus on responsabilise les gens sur pouvoir fixer leurs propres problèmes ou fixer les problèmes des membres quand ils les voient, sans que ce soit 10 étapes, en fait, le plus ça va vite et le plus les personnes sont engagées. Il y a une obsession à parler des membres. Donc, en effet, nous, chaque semaine, on a un email qui part à toute la boîte avec une vidéo d'introduction sur la stratégie, une partie sur la culture, mais une partie où on a des commentaires de notre recherche utilisateur sur les membres. Et donc, chaque semaine, les gens lisent, commentent, il y a des vidéos d'interview de membres, etc. Et donc, ça, c'est vraiment de la discipline sur en parler. Moi, de même, je vais utiliser le produit tous les jours, faire du feedback tous les jours sur le produit à l'équipe, à la fois côté admin que côté membre. Essayer de passer beaucoup de temps aussi avec des prospects et des clients. Toutes les semaines, il faut être en contact, à la fois pour comprendre, pour continuer à pitcher notre offre de valeur, voir comment ça résonne, voir quelles sont les attentes et les besoins du marché, si on rate quelque chose, voir s'il y a des éléments de frustration des clients et mettre ça dans la boucle de feedback en permanence et en être obsédé, c'est extrêmement important. Et après, je souscris à tout ce que Steve a dit, donc je vais pas répéter, mais pour moi, c'est ça. Et après, en effet, sur l'engagement salarié, ça passe par la culture, mais la culture, elle passe aussi par le recrutement. En fait, c'est qui est-ce qu'on attire et pourquoi on les attire. Et nous, on passe beaucoup de temps à trier les gens qui sont obsédés par la mission, obsédés par avoir un impact et pour construire, en fait, qui ne veulent pas rejoindre Alan parce qu'on est la multilicorne sexy et que ce sera bien sur leur CV. Non, c'est parce que le problème les concerne et ils ont envie de le régler. Ils ont envie de passer plusieurs années, voire des décennies à régler ce problème parce que c'est impactant pour eux et pour leur écosystème. Et donc déjà, quand les gens sont naturellement drivés parce qu'ils viennent pour les bonnes raisons, ça devient beaucoup plus facile à manager ça. Et après, on en revient à donner... Nous, on parle de responsabilité distribuée, donc donner le maximum de responsabilité aux gens pour régler leurs problèmes, définir leur propre roadmap dans le contexte de la stratégie de la boîte. Et une fois que les gens définissent leur plan, sont engagés, mesurent, c'est important. Et le dernier point que je mentionnerai, c'est en effet l'extrême importance à la fois d'être quantitatif et donc d'avoir de la data pour mesurer les choses, mais de rester extrêmement qualitatif et de continuer tous à parler à des utilisateurs, à avoir du verbatim, à comprendre les problèmes, parce qu'en fait, des mots ça fait et des émotions, ça fait beaucoup plus réagir que des datas, sauf quand la data est vraiment catastrophique, mais du coup, on essaie de passer beaucoup de temps à continuer à faire monter ces verbatims très régulièrement. Alors là, j'ai envie forcément de rebondir sur ton point sur le recrutement, parce que justement, dépasser le côté hype, et j'ai envie de rejoindre Alan ou Quanto parce que ça va être bien sur mon CV et c'est super sexy. Comment est-ce que tu t'assures que tu as les bons talents
pour les bons sujets et que voilà, tu auras l'engagement dans la durée pour être sur la même ligne d'obsession que toi. Ça prend énormément de temps et c'est un processus avec de la discipline. À la fois sur très bien sourcer les talents, aller chercher les talents qu'on pense être incroyables, mais aussi très bien digérer le volume de candidatures parce que c'est des centaines par poste, donc il faut arriver à trouver les perles rares. Et derrière, c'est chercher cette combinaison entre à la fois intelligence brute chez les gens, passion dans ce qu'ils font, optimisme, parce que pour construire, il faut de l'optimisme. Je pense que le cynisme, qui est parfois assez prévalent en France, c'est la pire des choses pour l'innovation. Il faut de l'optimisme méthodique, une envie d'apprendre sans fin, et des gens qui sont kind, qui ont peu d'ego, qui émanent de la gentillesse autour d'eux dans la manière dont ils travaillent. Et ça, c'est le trier en à la fois testant les gens techniquement, mais aussi en passant beaucoup de temps. Nous, on a ce qu'on appelle un fit interview, donc c'est passer vraiment du temps pour voir s'il y a un alignement culturel avec nos méthodes de travail qui sont assez singulières et en tout cas extrêmes sur certains aspects de transparence radicale, de pousser la responsabilité au maximum d'autonomie, etc. Et ça, on le teste de manière assez forte pendant le processus d'entretien. On communique très fort en amont sur la culture, donc aussi ça sélectionne les gens qui viennent parce qu'ils savent qu'ils vont venir pour ça. Et après, c'est un peu être très discipliné sur, même si on a un trou dans l'équipe, ne pas faire d'offre à une personne si on n'est pas convaincu que cette personne-là va augmenter la barre de l'équipe. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous parlez tous les deux de la culture de façon différenciée et en même temps, vous êtes dans une logique d'hypercroissance et je pense que vous n'allez pas vous arrêter là. Steve, comment toi tu vois concilier hypercroissance et la culture de Conto ? Très bien. Très bien. Non, je pense que c'est un sujet très large et vaste et compliqué. Je pense que la culture, en tout cas chez Conto, va légèrement évoluer régulièrement, sans partir des principes cœur qui sont là depuis toujours et qui sont honnêtement une transposition de qui on est en tant que fondateur aussi beaucoup, puisque ça reste... alors maintenant on est une ETI, mais on était une PME et ça reste quand même très humain. Je pense que quand on s'intéresse aux lois de gravité ou aux lois qui l'influence de l'hypercroissance sur un groupe de gens, ce qui est intéressant de regarder, c'est... qu'est-ce qu'on perd en premier, et bizarrement c'est pas tellement les valeurs puisqu'elles sont écrites, c'est pas tellement les process parce qu'ils sont là et que les gens rentrent dedans, mais c'est vraiment les intentions derrière les choses. En tout cas, dès qu'on passe on est 1700 maintenant chez Conto, dès qu'on passe une masse critique, les gens vont plus comply avec leur environnement que rester en alerte. Ou bien se dire ah oui, c'est pour ça qu'on fait ça en fait. Parler du client, on commence le meeting par le client, en fait il y a une intention derrière. Et donc le problème que ça tire, c'est que en fait comment on garde les intentions derrière les fondamentaux de la culture de l'entreprise. Et donc ça passe, c'est un peu comme Customer Obsession ou les autres sujets qu'on a évoqués. C'est que ça passe par des artefacts, mais essentiellement par le fait d'aller sur le terrain, d'y aller pour le faire, mais aussi pour montrer que c'est ça et que c'est intéressant. Moi, je fais à peu près entre 6 et 10 heures de terrain par semaine forcé, donc j'ai une forcing function dans mon agenda de Go and See, j'appelle ça un Go and See, donc voilà, je vais faire soit regarder des tickets, soit passer du temps avec un team leader et son équipe, et donc on va s'intéresser aux sujets qu'ils ont du moment, et on va remettre les intentions derrière ça. J'ai parlé tout à l'heure de ma session d'onboarding où je parle de la culture, donc le premier jour tu l'as aussi en amont pendant tout le process d'entretien qui n'est pas tellement éloigné de ce que décrivait Jean-Charles. Nous on a quelque chose qu'on appelle la persona zéro. C'est le prisme qui d'une personne type, les caractéristiques, il n'y en a pas 50, mais vitaux pour réussir chez Conto et faire réussir le client. Donc voilà, donc la culture, c'est un sujet, c'est la pratique, c'est pas juste des idées, c'est les intentions derrière la pratique
Et pour y arriver, c'est y aller et en parler, et très souvent, l'incarner, et de manière très réelle, et pas aseptisée dans un deck de slides. Voilà. Et alors justement, côté Alan, la culture, comment est-ce que vous l'incarnez, et quels sont les éléments de preuve derrière? Parce que si on ne veut pas que ce soit uniquement un objet évanescent. Ouais, moi je déteste les posters sur les murs, donc notre culture n'est pas sur les murs, elle est en effet dans le quotidien. Pareil, sur la responsabilité distribuée, on a mis en place des mécanismes du quotidien qui font que très vite, chaque semaine, je dois définir mes propres objectifs pour la semaine suivante, et on m'autonomise et on me donne les outils pour être autonomisé. Sur la culture de feedback, on a créé plein d'outils, et je pense que une chose que la plupart des entreprises sous-estiment, c'est à quel point les outils qu'elles utilisent définissent la culture. Et du coup, si on utilise une suite de logiciels un peu pourris pour faire, ou complexes ou bureaucratiques pour faire quelque chose, la culture sera bureaucratique. Et nous, on passe beaucoup, beaucoup de temps à créer nos propres outils internes ou à utiliser les meilleurs outils possibles pour que ça s'aligne avec la culture. Donc, par exemple, on a une culture du feedback très forte, mais du coup, tous les outils pour faire du feedback continu entre équipes ou pour faire les reviews de performance, on les a reconstruits dans notre propre plateforme interne avec exactement les codes culturels qu'on veut, la fréquence qu'on veut, et en essayant de faire tomber la friction. Donc, pour faire un feedback continu, maintenant, j'ai juste à mettre... Il y a un channel spécial dans Slack, et je mets juste une petite commande, et hop, ça va l'écrire, et ça va le sauver au bon endroit de l'équipe. Et donc, c'est vraiment passer du temps à engineerer cet operating system, comme on a un operating system sur notre téléphone ou smartphone, de l'entreprise et de la manière dont on fonctionne. Et ça, on y passe beaucoup de temps. Et du coup, je ne l'oppose pas du tout à l'hypercroissance chez nous, parce que ça a été mis totalement au service de l'hypercroissance. On n'aurait jamais réussi à grandir à la vitesse où on grandit. Cette année, en 2025, on a fait autour de 55% de croissance. On a dépassé le million de membres. On a plus de 35 000 entreprises qui nous utilisent. On est à 780 millions d'euros de revenus annualisés récurrents. Et on l'a fait en grandissant l'équipe, mais pas du tout au même niveau, de une dizaine de pourcents. Mais on l'a fait grâce à la culture, en fait. Pour moi, il ne faut pas l'opposer. C'est la culture, c'est le cœur de l'engin de l'hypercroissance. C'est pour ça qu'en tant que fondateur, en tant qu'équipe, on passe du temps à définir cette culture, à la retravailler, à définir l'operating system. Et comme le disait Steve, les valeurs restent les mêmes, mais la manière d'exprimer ces valeurs dans le quotidien, on doit les faire vivre en permanence. Bien sûr qu'on n'est pas radicalement transparent, qu'on était 8 dans notre loft du 10e arrondissement à vivre quasiment tous ensemble, et maintenant qu'on est 700 dans 4 pays. Mais en revanche, on maintient et on fait vivre le système en permanence, on améliore les outils en permanence, on améliore le quotidien, et c'est fou à quel point quand on fait ça, ça aide l'échelle. Mais parce qu'on a créé une culture qui est là pour faire sauter tous les goulots d'étranglement. Plus on donne du pouvoir de manière fractale aux gens, plus la boîte va vite à l'échelle, en fait. Et ce qui est assez puissant dans la transparence radicale, c'est que on gère plus la boîte par le contrôle, on la gère par le contexte. Il faut être très bon à donner le contexte et à guider les gens à prendre des bonnes décisions, etc., et avoir les bonnes personnes. Mais une fois qu'on a ça, c'est une sorte d'explosion d'énergie complètement exothermique partout dans la boîte, d'innovation, de création, de personnes qui ont du leadership et qu'on fait grandir. Et plus ils sont bons, plus on leur en donne. Et c'est magnifique, quoi. Et alors, on perçoit bien votre... style de leadership, je sais que vous n'aimez pas les grands mots, mais à l'un et l'autre, et quelque part, comment vous conciliez en fait le terrain, le quotidien, avec la vision plus long terme, l'engagement, la pérennité. Puisqu'on arrive à la fin du podcast, j'ai quand même envie de vous poser une question en tant que consultant. Quel conseil vous donneriez à des consultants qui, comme nous, vivons au quotidien, sommes obsédés au quotidien par le fait de transformer des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur taille. Quel conseil vous donneriez l'un et l'autre aux consultants? Steve? Peut-être en une phrase, une bonne idée va moins loin qu'une bonne exécution. Mm-hmm. Je ne sais pas si je vais réussir à être aussi fin que Steve en une seule phrase, mais non, je pense que j'essaierai de
de trouver cet alignement entre ce qu'on disait tout à l'heure, faire sauter les verrous intellectuels de ce qui est possible et pas possible, et du coup accompagner mes clients culturellement à faire sauter les verrous intellectuels. Et je pense que la force de nos entreprises, et on en a pas assez parlé, mais c'est quand même en fait une très bonne analyse de ce qu'est le véritable risque. Et le risque d'entreprendre, c'est essayer de créer de l'asymétrie entre le downside et l'upside. Et en gros, ce qu'on fait très bien, nous, dans nos boîtes, c'est qu'on est prêt à staffer des équipes sur des idées qui sont risquées, qui ne peuvent pas marcher. Mais si elles réussissent, la valeur créée est complètement démesurée par rapport au temps qui a été investi. Et le problème de la plupart des organisations, c'est qu'elles gèrent leur investissement humain pas du tout sur la maximisation de l'upside. Et donc, moi, ce serait essayer d'accompagner les entreprises sur comment on maximise l'upside et comment on prend un peu plus de risques et aider à déporter ce risque un peu sur vous, j'imagine, et les aider à comprendre ces transformations technologiques en ce moment, qui sont souvent des moments assez extraordinaires dans l'histoire pour faire des changements de maximisation d'upside. Merci encore Steve, merci Jean-Charles pour avoir partagé votre expérience. J'espère que l'épisode vous a plu et ce que j'en retiens pour nous, Bearing Point, c'est que cette vision de l'innovation, de l'agilité absolument nécessaire, elle est vécue au quotidien et c'est ça que nous devons garder absolument pour accompagner nos clients avec des résultats et avec un impact dans la durée. Encore merci de votre attention et rendez-vous pour le prochain épisode.